Savez-vous que le film CSMN de 1995 était si sombre et violent que les dirigeants du studio n'ont même pas voulu le sortir? Ils pensaient que le public le détesterait. Ils pensaient que c'était trop. Ils pensaient que cela pourrait offenser les gens. Et en discutaient. Mais le cinéaste David Fincher croyait tellement en sa vision qu'il s'est battu pour chaque moment sombre. Le studio était terrifié. C'était l'un des thrillers policiers les plus sombres jamais faits. Il contenait des meurtres atroces. Il contenait des thèmes déprimants. Il y a eu une fin à laquelle personne n'attendait. Le réalisateur refusa de l'adoucir et il avait raison de se battre pour elle. CCA était devenu l'un des films policiers les plus influents. Cela a changé la façon dont les films policiers pouvaient avoir l'air et donner une impression. Cela a prouvé que le public regarderait quelque chose de vraiment sombre si la narration était brillante. Cela a inspiré d'innombrables films qui ont suivi. Mais leur fabrication a été un combat entre l'art et le mercantilisme. Plongeons-y et découvrons 20 faits étranges et incroyables sur C7. Numéro 20. Brad Pitt a failli refuser le rôle, le scénario était incomplet. Brad Pitt fut sollicité pour Cécétian avant que le scénario fût terminé. Le studio et le metteur en scène voulaient Brad Pitt car il était célèbre et pouvait attirer le public. Mais Brad lut le peu qui restait du scénario. Il était incomplet. Il ne savait pas comment se terminait l'histoire. Il ne savait pas ce que ferait son personnage. Il ne savait pas si le film serait bon. La plupart des acteurs lisent le script en entier avant de s'engager. Brad devait décider sans connaître toute l'histoire. Il devait faire confiance au réalisateur et au studio pour que le script fini soit bon. Il a dû prendre un vrai risque sur quelque chose d'incomplet. Brad a dit oui quand même, c'était un vrai pari, mais ça a vraiment payé. Si Brad avait dit non, le film aurait peut-être été confié à un autre acteur. Cela aurait pu sembler complètement différent. Parfois, les meilleures décisions viennent de prendre des risques avec des données incomplètes. Le choix de Brad d'accepter un script inachevé l'a conduit à l'un des films les plus importants de sa carrière. Numéro 19. La fin a été tenue secrète de tout le monde, sauf du réalisateur qui est Brad Pitt. La fin de C7 est l'un des moments les plus choquants de l'histoire du cinéma. Mais elle est restée entièrement secrète pendant le tournage. Les autres acteurs ne savaient pas comment se terminait le film. L'équipe ne savait pas. Les dirigeants du studio le savaient à peine. Seul le réalisateur David Fincher et Brad Pitt savaient la vraie fin. Pourquoi? Car si jamais elle fuyait, tout le film serait gâché. Le rebondissement final est vraiment puissant. Si le public le connaissait à l'avance, son impact serait détruit. Alors le réalisateur a verrouillé la fin. Il l'a gardée dans son esprit, et dans l'esprit de Brad Pitt. Quand il fallut filmer la fin, d'autres acteurs devaient jouer sans savoir ce qui allait arriver. Ils devaient réagir avec une vraie surprise, car ils ne savaient vraiment pas. Lorsque vous regardez la fin et voyez le choc sur les visages des personnages, une partie de ce choc est réel car les acteurs ont réellement été choqués pendant le tournage. Ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était une vraie confusion, puis une vraie compréhension. Le secret protégeait bien l'art du film. Numéro 18. Les scènes de crimes macabres étaient basées sur de vraies affaires de tueurs en série. Les meurtres des 7 péchés capitaux dans le film s'inspirent de réelles affaires de tueurs en série. Les cinéastes ont recherché des meurtres réels commis par de véritables tueurs en série. Les morts du film sont des interprétations artistiques de crimes réels. Ils ne ressemblent pas exactement aux crimes véritables, mais reposent sur de vrais schémas de pensée et d'action des tueurs en série. Chercher de vrais meurtres était déprimant et troublant. L'équipe a dû lire des choses terribles. Ils ont dû voir des photos de scènes de crimes. Ils devaient comprendre la psychologie des tueurs. Cette recherche a rendu le film réaliste et authentique. Les meurtres dans C7 paraissent réels, car ils sont basés sur des comportements criminels réels. Mais étudier les crimes réels a eu un coût émotionnel. Les cinéastes ont dû s'immerger dans l'obscurité pour créer l'obscurité. Ce qui semblait être de la fiction à l'écran était en réalité fondé sur une terrible réalité. Le numéro 17, Morgan Freeman et Brad Pitt n'avaient pratiquement aucune chimie au début. Morgan Freeman et Brad Pitt jouent des partenaires détectives. Leur chimie est très cruciale pour le film. Mais quand ils ont commencé à tourner ensemble, ils n'avaient pas beaucoup de chimie. Ils ne se connaissaient pas du tout. Ils avaient des styles d'interprétation variés.
Ils abordaient les scènes de façon différente. Les premières semaines de tournage furent maladroites. Le réalisateur les aidait à coopérer. Avec le temps, ils trouvèrent un rythme. Ils ont commencé à comprendre l'approche de chacun. Ils ont appris à jouer l'un avec l'autre. À la fin du tournage, ils avaient développé une vraie alchimie. Mais elle n'était pas instantanée. Elle s'est construite par le travail et le temps, et ce qui semblait être une chimie naturelle à l'écran était en réalité le résultat de deux acteurs qui apprenaient à travailler ensemble. Cette chimie que le public ressentait comme méritée grâce à une collaboration difficile. Numéro 16. La pluie du film n'était pas artificielle. Le film se passe dans une ville qui est perpétuellement pluvieuse. La pluie crée une atmosphère sombre, triste et morose. Mais voici la partie étrange. La plupart de la pluie était réelle, les réalisateurs ont tourné en plein temps de pluie. Ils n'ont pas utilisé de machines à pluie ni d'effets spéciaux. Ils ont utilisé de la pluie réelle provenant de tempêtes réelles. Filmer sous une vraie pluie est plus difficile que d'utiliser une pluie artificielle. L'équipement peut être endommagé. Les acteurs sont réellement mouillés et froids. Les caméras se mouillent. Le réalisateur voulait une vraie pluie, car elle a un aspect et une sensation différents de la pluie artificielle. La vraie pluie a une texture et un poids que la pluie de cinéma ne peut pas reproduire. Le réalisateur a donné au film un air authentique. La morosité et l'obscurité semblaient réelles, car l'environnement était véritablement sombre et humide. Ce qui ressemblait à un effet cinématographique soigneusement maîtrisé était en réalité le fruit d'un tournage dans des conditions météorologiques réellement rudes. Le numéro 15, David Fincher voulait employer plus de violence, mais le studio a dit non. David Fincher est connu pour sa réalisation sombre et violente. Avec ses scènes, il voulait le rendre encore plus sombre et violent. Il voulait que certaines scènes soient plus hilarantes, soient plus explicites. Il voulait que certains meurtres soient plus atroces. Mais le studio dit non. Le studio était inquiet, le film était sombre, ils craignirent déjà la violence. Ils dirent au réalisateur de se retirer à ce sujet. Il dut faire des compromis. Le film que vous voyez est en fait la vision de Fincher avec retenue imposée par le studio. Si Fincher avait obtenu tout ce qu'il voulait, cela aurait été peut-être plus sombre. Mais parfois les contraintes poussent les artistes à être vraiment plus créatifs dans des limites. Fincher devait être plus malin sur la façon dont il montrait l'obscurité. Il devait suggérer la violence plutôt que de la montrer, car ce qui ressemblait à sa vision complète était en réalité sa vision bridée par les contraintes du studio. Le numéro 14, la séquence d'ouverture des crédits, fut inspirée par le comportement d'un tueur en série. Les crédits d'ouverture de C7 sont sans égal par rapport à tout autre générique d'ouverture jamais filmé. Ils montrent des plans serrés d'images et des arts troublants. Ils sont inquiétants, étranges et mauvais. Le réalisateur s'inspire des études sur les tueurs en série. Les tueurs en série conservent souvent des albums et collectent images et artefacts. Ils disposent de les objets de façon obsessionnelle. Ils créent l'art à partir de pensées noires. Les génériques d'ouverture devaient donner l'impression d'être dans l'esprit d'un tueur en série. Nous voyons son carnet et ses obsessions. Ce ne sont pas de simples images, c'est une fenêtre sur la folie. Pour le réalisateur, ils importaient énormément. Il a dépensé beaucoup de temps et d'argent pour les créer. Il donne le ton pour l'ensemble du film. Ce qui semblait être des crédits d'ouverture élégants était en réalité une exploration de la psychologie criminelle. Le numéro 13, l'appartement du tueur, était pensé pour donner l'impression d'un décor d'horreur. L'appartement du tueur est l'un des lieux les plus perturbants filmés. Chaque recoin est rempli d'ombre et d'art tordu. Chaque mur raconte une histoire sur l'esprit du tueur. Le chef décorateur devait créer un cadre véritablement troublant sans être désordonné au hasard. Tout dans l'appartement devait signifier quelque chose, chaque objet était placé avec intention précise. L'appartement devait ressembler à la demeure d'un fou. Il fallait que cela mette le public mal à l'aise rien qu'en regardant. Le directeur artistique a étudié les maisons de vrais tueurs en série. Il a regardé des photos de crimes. Il a compris que les tueurs en série vivent dans des lieux reflétant leur esprit tordu. En dessinant l'espace ainsi, le directeur artistique aide le public à comprendre l'esprit du tueur sans dialogue. Ce qui semblait être une décoration aléatoire et inquiétante était en réalité tout à fait bien conçu.
la psychologie exprimée à travers l'environnement, numéro 12. Le studio voulait une fin heureuse, mais Fincher refusa. Les exécutifs du studio voulaient que le film se termine autrement. Ils voulaient une fin plus traditionnelle. Ils voulaient que le bien triomphe et que le mal soit vaincu. Ils voulaient que le public sorte du ciné en sortant plein d'espoir, mais Fincher avait une vision autre. Il voulait une fin sombre et destructrice. Il voulait une fin qui entrait le public. Il voulait une fin qui resterait après départ du public du ciné. Fincher refusa de changer. Le studio a repoussé la date de sortie. Il y avait des tensions, mais Fincher était resté ferme et déterminé. Il croyait que changer la fin trahirait tout ce que le film signifiait et ce qu'il représentait. À la fin, le studio a finalement accepté sa vision. Fincher a obtenu sa fin sombre, et elle demeure l'une des raisons pour lesquelles le film est puissant et mémorable. Parfois, les artistes doivent vraiment se battre pour leur vision. Parfois, ils doivent dire non au studio. Parfois, ils doivent croire que leur idée sombre est meilleure que l'idée commerciale. Le numéro 11, le budget continuait de croître parce que Fincher continuait à refilmer des scènes. David Fincher est connu pour être un perfectionniste. Il veut que chaque cadre soit exactement correct. Avec, disons, 7 prises, il filmerait une scène de nombreuses fois, parfois 20 ou 30 fois. Il essaierait divers angles. Il testerait différents éclairages. Il testerait les prestations des acteurs. Chaque prise doit être bien vérifiée. Parfois, une scène entière serait tournée à nouveau car un élément n'était pas tout à fait correct. L'équipe était frustrée, parfois les acteurs étaient fatigués, mais Fincher n'a cessé d'exiger la perfection. Cette répétition constante des prises fit gonfler le budget de plus en plus. Le studio était nerveux face à la hausse des coûts, mais le produit final en valait la peine. Chaque plan du film est soigneusement élaboré, chaque prise a été pensée et repensée. Ce qui semblait être une production fluide était en réalité le travail obsessionnel d'un réalisateur qui scrutait le moindre détail. Numéro 10. Les 7 péchés capitaux ont été soigneusement recherchés et symbolisés. Le film est construit autour des 7 péchés capitaux issus de la religion et de la tradition, et chacun d'entre eux est exploré par des scènes qui démontrent clairement gourmandise, avarice, paresse, luxure, orgueil, colère et envie. Chaque meurtre représente l'un de ces péchés, mais les cinéastes n'ont pas choisi ces péchés au hasard pour soutenir la narration et la symbolique du film. Ils étudient vraiment les péchés. Ils étudient ce que signifient les péchés vraiment. Ils étudient comment les péchés corrompent les gens. Ils étudient des exemples de chaque péché, puis ils créent des meurtres symbolisant chaque péché. Puissante, le film tourne autour de ces 7 péchés. Les cinéastes affirment une morale sur l'humain ensemble. Ils soutenaient que ces péchés étaient bel et bien le cœur même du mal humain. Ce qui ressemblait à une structure fut en réalité une exploration profonde de l'éthique et de la morale. Les meurtres ne sont pas des assassinats au hasard. Il s'agit d'un raisonnement philosophique sur la nature humaine exprimée par la violence. Numéro 9. Le personnage de Brad Pitt agaçait délibérément le public moderne. Brad Pitt incarne un détective plein d'entrain et d'une énergie débordante. Certains spectateurs l'ont trouvé agaçant. Ils l'ont trouvé trop joyeux pour un film sombre. Ils ont pensé qu'il parlait trop. Ils pensaient qu'il souriait trop. C'était intentionnel. Le réalisateur voulait que le personnage de Brad soit la voix de la jeunesse et de l'optimisme au cœur d'un monde sombre. Le caractère de Brad représente vraiment l'espoir et l'énergie. Le détective plus âgé, interprété par Morgan Freeman, représente l'expérience et l'obscurité. En réunissant ces 2 personnages, le réalisateur crée un contraste saisissant. L'agacement de Brad n'est pas une faute, c'est un choix. Cela sert à montrer l'optimisme naïf face à une obscurité véritable. Ce qui ressemblait à un mauvais développement des personnages était en réalité un choix tout à fait sophistiqué pour montrer le choc entre la jeunesse et l'expérience. Le numéro 8, en fait, la ville dans C7N n'existe pas. Le film se déroule vraiment dans une ville sans nom. Il ne s'agit pas que ce soit New York, ni Los Angeles, ni une ville vraiment précise. Il est censé être une vraie ville américaine générique. En ne nommant pas la ville, le réalisateur a conféré à l'histoire une dimension universelle. Cela pourrait être n'importe quelle ville, cela pourrait être votre ville. L'obscurité existe partout et pas seulement dans un seul endroit. La scénographie reflète cela. La ville paraît grise, déprimante et générique. Les rues pourraient être n'importe quelle rue, et les bâtiments pourraient être n'importe quel bâtiment.
Si le réalisateur avait choisi une ville réelle précise, l'histoire paraîtrait plus précise. Mais en la rendant générique, l'histoire paraît plus universelle. Chaque spectateur peut facilement imaginer l'histoire se déroulant dans sa propre ville. Ce qui semblait être un cadre vague était en réalité un choix délibéré pour rendre l'histoire universelle et intemporelle. Septième, le scénario a été réécrit à plusieurs reprises avant le tournage du scénario original de C-Sept. De nombreuses révisions, divers scénaristes ont apporté des idées. La structure a changé et les meurtres ont changé. La fin a été réécrite. Les personnages se sont développés au fil de nombreux brouillons. Avant le début du tournage, le scénario avait été révisé des dizaines de fois. Le réalisateur et les producteurs continuaient à travailler pour que tout soit exact. Le dialogue devait être parfait, la structure devait être parfaite, le rythme devait être parfait. Ce qui ressemblait à un script fini au début du tournage était encore en cours d'amélioration. Pendant la pré-production, certaines scènes furent réécrites. Quelques jours seulement avant le tournage, certains dialogues ont été modifiés pendant les répétitions. Le scénario que le public voit dans le film terminé est le résultat d'innombrables révisions et d'affinements constants. Numéro 6, le meurtre d'innocents était véritablement controversé. Dans le film, des innocents meurent à cause des plans du tueur. Ces morts sont choquants et troublants. Certains spectateurs ont été offensés par ces morts, ils pensaient que tuer des innocents était trop. Ils pensèrent que cela franchissait une ligne, mais le réalisateur estimait que ces morts étaient nécessaires à l'histoire. Le tueur ne fait pas de distinction entre coupable et innocent. Il tue pour ses propres raisons en tuant des innocents, sans pitié. Le film disait que le mal ne se soucie pas de la morale ni de l'innocence. La mort d'innocents devait fortement choquer les spectateurs. Cela visait à rendre le public mal à l'aise. Il devait en montrer que le mal est aléatoire et ne suit pas de règles. Ce qui ressemblait à une violence gratuite était en réalité une déclaration sur la nature du mal, mais cela reste controversé. Certaines audiences pensent encore que c'est trop. Numéro 5, Moi. L'appartement du détective raconte une histoire sur son état mental. Le détective plus âgé vit dans un appartement encombré et en désordre, rempli de livres, de papiers et de dossiers sur ses affaires. Son appartement semble refléter son esprit chaotique et sombre. Le directeur artistique a conçu l'appartement pour refléter la psyché du détective. L'appartement est l'opposé strict de celui du tueur. L'appartement du tueur est obsédément organisé. L'appartement du détective est chaotiquement désorganisé, mais les deux appartements nous en disent long sur l'esprit des personnes qui y vivent. En concevant ces deux espaces contrastés, le directeur artistique a aidé le public à comprendre qui étaient ces personnages sans dialogue. Ce qui ressemblait à une décoration de plateau désordonnée était en réalité une forme sophistiquée de développement du personnage exprimé par l'environnement. Numéro 4, la fin a été tournée en secret. La fin a été tournée sur un plateau fermé. Seuls les membres essentiels de l'équipe étaient du présent. Personne n'était autorisé sur le plateau. Le réalisateur voulait que la fin soit secrète. Il ne voulait pas de fuite. Il ne voulait pas que quelqu'un la révèle par erreur. Les acteurs ont dû signer des accords confidentiels. S'ils parlaient de la fin, ils pourraient faire face à des conséquences juridiques. Le plateau était bouclé, les images ont été sécurisées. La sécurité était vraiment renforcée. En gardant la fin aussi secrète, le réalisateur protégeait la puissance du rebondissement. Lorsque le public verrait la fin, il la vivrait sans savoir ce qui pourrait arriver. La fin les frapperait de plein fouet, car ils n'avaient reçu aucun avertissement du tout. Ce qui semblait être un secret paranoïaque était en réalité une stratégie brillante pour préserver l'impact artistique et son effet. 3. La pluie urbaine devait refléter la dépression du détective. La pluie du film est constante. Il pleut presque chaque scène. Toute la ville est humide et sombre, mais la pluie n'est pas seulement un phénomène météorologique, c'est un symbole. La pluie représente l'état intérieur émotionnel du détective. Il se noie dans l'obscurité. Il se noie dans la dépression. La pluie montre qu'il ne peut pas s'échapper. La dépression l'entoure tout autour. La pluie est inéluctable, tout comme la dépression du détective est inéluctable en rendant toute la ville pluvieuse. Le réalisateur faisait de la ville le reflet de l'esprit du détective.
Ce qui ressemblait à un choix de mise en scène simple était en réalité une utilisation extrêmement sophistiquée et délibérée de l'environnement pour exprimer en profondeur la psychologie interne. Deuxièmement, la motivation du tueur a été laissée intentionnellement ambiguë afin de nourrir le suspense et l'interprétation du spectateur. Un public ne comprend jamais entièrement pourquoi le tueur commet les meurtres. Sa psychologie est mystérieuse. Son passé demeure mystérieux. Ses motivations restent mystérieuses. Certains spectateurs souhaitaient davantage d'explications. Ils voulaient comprendre l'esprit du tueur. Ils voulaient une histoire de fond clair, mais le réalisateur l'a intentionnellement laissé ambigu. En n'expliquant pas le tueur, le réalisateur le rendait encore plus effrayant. Le tueur devient une force de la nature, le mal qu'on ne peut ni comprendre ni expliquer. Cela rend le tueur plus effrayant que si nous le comprenions complètement. Ce qui ressemblait à un développement de personnages inachevés était en réalité un choix narratif brillant pour rendre le mal incompréhensible. Numéro 1, terrifiant. Le film C7N a changé à jamais les thrillers policiers. Quand C7N est sorti en 1995, il a profondément changé ce que les thrillers policiers pouvaient être. Il a démontré que le public serait prêt à regarder quelque chose de véritablement sombre et de déprimant si l'histoire était brillante et bien racontée. Avant cela, de nombreux films policiers avaient des fins heureuses où la justice triomphait toujours. Mais C7N a montré qu'on pouvait faire un film policier avec une fin dévastatrice et marquante. Cela démontrait qu'on pouvait faire un film criminel qui laisse le public perturbé plutôt que satisfait. Le film est devenu très influent. Chaque thriller sombre fut influencé par les directeurs C7N, qui ont étudié la cinématographie. Ils étudièrent la structure, ils étudièrent le ton. Le film a fixé une nouvelle norme pour ce à quoi peut ressembler et ce que peut ressentir un thriller criminel. Cela a ouvert des portes à des réalisateurs qui voulaient de faire des films plus sombres et plus artistiques. Un seul film a changé toute la direction du cinéma criminel pour toujours. Le modèle que C7 a créé est encore utilisé aujourd'hui. Fait bonus, la cinématographie montre comment l'obscurité peut être belle. Le directeur de la photographie sur C7 a affronté un défi incroyable. Il a dû rendre l'obscurité, la dépression et le mal beaux à l'écran pour le public. Il fallait que le public veuille regarder quelque chose qui les mettait mal à l'aise. Cela passe par un éclairage très soigné et des choix de couleurs minutieux. Les ombres comptent autant que la lumière. L'obscurité est aussi importante que la lumière, en faisant de l'obscurité quelque chose de beau. Le directeur de la photographie a créé des images qui sont troublantes et visuellement vraiment éblouissantes. Le film est profondément déprimant à regarder, mais il est aussi beau. Cette combinaison, dépression et beauté mélangée, est ce qui rend C7N si puissant. Ce qui semblait simple et sombre était en réalité une compréhension sophistiquée de la façon d'utiliser la lumière, l'ombre et la couleur pour créer un sens profond. Le passé vit dans l'art, disons 7, et ce n'est pas qu'un thriller sur un tueur en série, vraiment, c'est une méditation sur l'obscurité, la morale et la nature humaine. Il s'agit vraiment de savoir comment le mal existe dans le monde et comment les gens font face. Il s'agit de savoir comment des gens bons peuvent être détruits en affrontant le mal. C'est à propos de la façon dont les systèmes de morale et de religion luttent contre le chaos et le hasard. C'est au prix de voir trop d'obscurité. Quand C7N est sorti, il a choqué le public. Cela les a perturbés. Cela les a amenés à réfléchir au mal et à la moralité de manières auxquelles ils n'avaient pas pensé auparavant. Cela les a amenés à se demander si le bien peut triompher du mal. Cela les a mis mal à l'aise, cet inconfort est le seul but. Le grand cinéma peut parfois nous mettre mal à l'aise. Le grand cinéma peut parfois nous montrer l'obscurité pour comprendre contre quoi nous luttons. Si vous avez apprécié ces histoires et que vous en savez plus sur ce film classique, abonnez-vous pour en voir plus. Chaque film cache une vérité et continuera d'en révéler encore d'autres, histoire après histoire. Merci d'avoir regardé.